Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Interaction, le magazine international et interactif du Figaro. Je vous rappelle que chaque semaine, on est en direct à 13h30 le jeudi pour parler d'un grand sujet d'actualité internationale. Et puis ensuite, dans un second temps, un correspondant étranger nous fait le plaisir de sa venue. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Europe. Macron, président, redonnera-t-il un nouveau souffle à l'Europe? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Et pour y répondre, nous sommes avec nos trois correspondants du jour, Jean-Jacques Mével à Bruxelles, Nicolas Barotte à Berlin et Florentin Collomb à Londres. Bonjour messieurs. Bonjour. Et c'est la question qu'on vous pose d'ailleurs sur Twitter en ce moment même, #interaction et #Figaro Live. Emmanuel Macron redonnera-t-il donc un souffle à l'Europe? Vous êtes déjà plusieurs centaines à avoir voté, comme cette affiche ne le montre pas, mais vous allez voir que les résultats sont d'ailleurs assez serrés et on les commentera à la fin de l'émission. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec l'Europe, Bruxelles. Jean-Jacques, vous êtes notre correspondant là-bas. Et rappelez-vous, c'était il y a 4 jours à peine, Emmanuel Macron était président et il célébrait sa victoire au Louvre. Et écoutez la musique qu'il avait choisie pour son entrée sur l'estrade. On va vous la mettre un petit peu plus fort. Voilà, vous la reconnaissez, c'est l'hymne européen. Voilà, c'est tout un symbole. On n'avait pas vu ça depuis François Mitterrand en 81. C'est un signal fort, Jean-Jacques, d'avoir choisi cet hymne. Et on me dit tout de suite qu'il y a un problème de son. Alors, est-ce qu'on le règle tout de suite ou est-ce qu'on me dit pas tout de suite? Alors, attendez. Alors, parlons tout de suite de l'Allemagne, parce que de toute façon, les positions sont parfois assez proches entre l'Allemagne et l'Europe. En Allemagne, cela fait plusieurs semaines que l'on parle dans cette émission de l'expérience du pragmatisme allemand. Et Angela Merkel n'a pas dérogé à ses habitudes, puisque dès la victoire d'Emmanuel Macron, elle a pris la parole et regardez ce qu'elle disait. Wir doch als erstes mal darauf warten, was der neue Präsident denn und ich sehe jetzt auch angesichts der Situation, wie wir sie in Deutschland haben, nicht, dass wir nun als erstes unsere Politik ändern müssen, sondern ich möchte helfen, dass in Frankreich auch vor allen Dingen die Arbeitslosigkeit sinkt, die Chancen gerade von jungen Menschen, Arbeitsplätze zu bekommen, steigen und über die Mittel und Wege, wie man das tut. Nicolas Barotte, vous êtes notre correspondant à Berlin. On voit bien l'attitude de Merkel. Elle attend de voir ce que propose Macron, mais elle lui propose quand même de l'aider dans sa volonté de réduire le chômage. Oui, bien sûr, elle est prudente, la chancelière. La priorité pour elle, c'était tout d'abord d'éviter le pire, c'est-à-dire une élection de Marine Le Pen. C'était le cauchemar des Allemands. Donc elle a accueilli avec soulagement la victoire d'Emmanuel Macron, qui en plus avait tenu des discours pro-européens durant sa campagne, favorables aux réformes en France, tout pour plaire à la chancelière allemande, qui n'a évidemment qu'un seul intérêt, c'est que la France se redresse économiquement, puisque la France est le principal partenaire économique européen de l'Allemagne. Pour autant, sur les propositions concrètes du nouveau président en matière d'Europe, elle reste dans le flou, elle refuse de répondre pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce qu'a dit le président va à l'encontre des positions allemandes classiques. Un budget de la zone euro, des eurobonds, ça, la chancelière n'en veut pas. Il faut se souvenir qu'en 2012, quand François Hollande avait parlé d'eurobonds, elle avait dit « avec moi, il n'y en aura jamais ». Alors, pour l'instant, elle reste dans l'attente de connaître précisément ce qu'il va proposer, ce que lui demandera Emmanuel Macron. Elle ne veut pas le gêner en lui disant un non ferme et nette. C'est pour ça qu'elle reste dans une sorte de position d'attente. Et Nicolas, vous allez voir, c'est très intéressant. Il y a une priorité voulue par Merkel, c'est les cures d'austérité. On connaît ça en Allemagne et en Europe. Ça a été prôné depuis plusieurs années maintenant en Allemagne. Mais il y a aussi un autre refrain qu'on entend en Allemagne, et notamment, c'est par la voix de Sigmar Gabriel qu'on l'a encore entendu le 7 mai. C'était en réaction à la victoire d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'il disait. Ja, ich glaube, ich habe Frau Merkel und Herrn Schäuble mal gefragt, was ist eigentlich teurer, 0,5% höheres Defizit in Frankreich oder Frau Le Pen als Präsidentin? Und das ist sozusagen die Alternative, zu der wir stehen. Zuallererst geht es mal nicht um Eurobonds, sondern es geht darum, dass wir Macron und Frankreich, wenn sie jetzt ihr Land reformieren wollen, nicht zeitgleich zu einem strikten Sparkurs zwingen. Denn das reduziert die Investitionsfähigkeit, schafft mehr Arbeitslose.
Wer Reformen macht, der muss auch Zeit bekommen dafür. Das ist auch unsere Erfahrung in Deutschland gewesen mit unseren Reformen. Wir haben auch nicht zeitgleich den Haushalt zusammengespart. Das, was wir gemacht haben, das müssen wir den Französen auch ermöglichen. Und zweitens, Nicolas, c'est assez fort ce qu'il dit Sigmar Gabriel, puisqu'il dit qu'il faut laisser la France faire des réformes et ne pas forcément lui imposer une cure d'austérité. Mais c'est vraiment une voie importante, ça, en Allemagne ? Oui, bien sûr. Dès le lendemain du second tour, un débat a commencé en Allemagne sur comment l'Allemagne peut aider la France. C'était le titre d'un édito de la Süddeutsche Zeitung, par exemple, hier. Ce que dit Sigmar Gabriel, donc le vice-chancelier et l'ancien président du SPD, c'est tout simplement que trop d'austérité, trop d'épargne favorise finalement la montée des populismes et n'aide pas la volonté réformatrice de certains gouvernements. Il faut se rappeler que lorsque Gerhard Schröder a mené les réformes de l'agenda 2010 en Allemagne au début des années 2000, la conjoncture était totalement différente. L'Allemagne a profité, a fait plus de dettes, elle s'est affranchie elle aussi des critères de stabilité de 3%. Et ce que dit Sigmar Gabriel, c'est grosso modo que l'Allemagne a profité d'une bonne situation pour se réformer et que la France ne pourra pas faire de même si on lui impose toujours des contraintes financières ou si elle n'a pas de marge de manœuvre. Alors concrètement, comment cela se suit? La question n'est pas en Allemagne d'autoriser des déficits partout, parce que ça, les Allemands n'en veulent absolument pas. La question, c'est que peut faire l'Allemagne pour avoir une politique plus favorable aux investissements, à la croissance, et dépenser plus. L'Allemagne a des excédents budgétaires importants, elle pourrait les utiliser pour stimuler la croissance en Europe. Et il y a justement une question qu'on vous pose aussi sur l'Allemagne. C'est Loïc sur Facebook qui nous demande « Allons-nous nous rapprocher d'une Europe fédérale ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un vaste projet en tout cas pour l'Europe. Oui, c'est un vaste projet. C'est une question dont on parle depuis des années. Dans les années 90, le ministre des Finances actuel, Wolfgang Schäuble, parlait déjà d'un cœur européen, d'un noyau dur qui pourra avancer, qui pourra progresser. Les questions de fédéralisme européen sont toujours présentes dans le débat allemand. Mais aujourd'hui, on n'y croit plus trop en Allemagne. Pourquoi? Parce que ça supposerait, pour tous les pays européens, ceux de la zone euro, d'abandonner leur souveraineté. L'Allemagne serait peut-être prête à le faire compte tenu de son histoire pro-européenne. Mais au sein du gouvernement allemand, on dit ni en France ni ailleurs, les gouvernements ne seront prêts à aller un cran plus loin. Donc parler de budget commun, d'Europe fédérale n'a pas grand sens, ce n'est pas très réaliste. On va maintenant quitter Berlin pour atterrir doucement à Londres avec vous, Florentin Collomb. En préparant cette émission, vous me disiez la seule question qui intéresse les Britanniques, c'est à quelle sauce le Brexit va être accommodé. Et vous allez voir que Emmanuel Macron avait déjà donné des éléments de réponse en février dernier sur une chaîne de nos confrères britanniques. Écoutez-le. If your government decides to organize a Brexit, I will be pretty tough on it because I think it cannot be tough on it. Yes, because we have to preserve the rest of the European Union and not to convey the message that you can decide to leave without any consequence. So Britain should be punished for its decision? No, it's not to be punished, but to be consistent with such a decision. You don't get the passport and you don't get access to the single market when you decide to leave. Yeah. Florentin, est-ce qu'en Angleterre, on craint une position un peu dure de Macron sur le Brexit ? Oui, la position britannique est un petit peu ambiguë, c'est-à-dire que on se rassure que Marine Le Pen n'ait pas gagné ces élections parce que ça aurait ajouté le chaos à la confusion déjà lancée par le Brexit. En revanche, l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, ça donne le sentiment que la position française et donc probablement la position européenne sur le Brexit sera dure et pas facile dans les négociations. Cela dit, comme plusieurs spécialistes l'ont remarqué, il n'y a pas de raison que la position et la position de négociation d'Emmanuel Macron sur le Brexit diffère beaucoup de celle de François Hollande. C'est-à-dire pas punir la Grande-Bretagne d'être sortie, mais faire en sorte qu'elle n'ait pas les avantages qu'elle avait quand elle était membre de l'Union européenne. Il y a une autre question épineuse qu'on pose beaucoup sur le dossier britannique, c'est celle des accords du Touquet. Et entre les lignes, évidemment, la situation à Calais. Regardez ce que disait Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. C'était en juin 2016 et il laissait entendre qu'il voulait revenir sur ces accords. On va vous montrer
cette citation. Elle est longue, mais regardez, c'est vraiment intéressant. Juridiquement, il explique déjà que les accords du Touquet ne sont pas liés à l'Union européenne, puisque c'est Nicolas Sarkozy qui les avait signés en 2003 lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et ensuite, il nous dit, dès lors que les Royaumes-Unis ont fait le choix de sortir de l'Union européenne, la solidarité s'exprime différemment. Concrètement, on attend donc plus maintenant des Britanniques. Donc là encore, il y aura, Florentin, une position probablement plus dure d'Emmanuel Macron face à Theresa May. Oui, et ce n'est pas lié directement au Brexit, comme vous l'avez souligné, et il profite du déséquilibre créé par le Brexit en Europe et dans la relation entre le Royaume-Uni et Bruxelles pour remettre sur la table un sujet qui est uniquement bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne, à savoir le fait que la frontière britannique soit gérée depuis le nord de la France, à Calais en particulier, et ce sont des équipes des forces de l'ordre franco-britanniques qui empêchent les migrants de passer en Grande-Bretagne. Donc il profite de cette déstabilisation du Brexit pour remettre sur la table ce sujet, et ça inquiète beaucoup les Britanniques à court terme, parce que ça peut leur poser des problèmes migratoires énormes qui risquent de compliquer, de s'inviter dans les discussions sur le Brexit. C'est une sorte de chantage, on peut dire, puisque effectivement, ce n'est pas lié au Brexit, mais il en profite un peu pour tirer l'avantage de son côté. C'est pas un chantage parce qu'il pose pas des conditions, mais en effet, il profite du changement de situation pour essayer de changer le rapport de force. En même temps, les Britanniques donc s'inquiètent de cette attitude, mais ils ont aussi été rassurés par l'élection d'Emmanuel Macron parce qu'il est anglophile, parce qu'il est pro-business, parce qu'il connaît très bien la Grande-Bretagne et qu'il a parlé aussi d'un Brexit juste. Donc ils se disent qu'il y a moyen de négocier ensemble, mais en tout cas, ça entraîne Theresa May qui a déclenché des élections législatives anticipées qui auront lieu le 8 juin, ça l'entraîne à réclamer aux Britanniques de lui donner un mandat fort, sans ambiguïté, une majorité confortable pour qu'elle soit renforcée dans sa position de négociation par rapport aux Européens. On a Fatih qui nous demande sur Facebook, l'Europe c'est un vaste chantier déjà, et Macron doit faire face à beaucoup de priorités. Par quoi va-t-il commencer? Peut-être un mot, Nicolas, là-dessus. C'est vrai qu'il a déjà parlé d'un budget de la zone euro et d'un ministre des Finances. C'est ça vraiment sa priorité ou c'est une promesse un peu intenable? C'est une promesse qui, aujourd'hui, n'est pas d'actualité parce qu'il ne trouvera pas de partenaire pour la mettre en œuvre, que ce soit en Europe, à Bruxelles ou à Berlin. Ce qu'on demande à la France, tout d'abord, c'est de respecter ses engagements, ce que Macron a par ailleurs dit durant sa campagne, des engagements budgétaires. La Commission européenne a rendu ses prévisions de croissance, ses prévisions aujourd'hui. On voit qu'elle prévoit pour 2018 un déficit supérieur à 3%. Le premier enjeu pour Macron, ce sera de traiter cette question qui est centrale dans la crédibilité que la France peut avoir sur la scène européenne. On a un commentaire assez curieux, il dit « Soyez positif un peu », c'est un internaute qui nous dit ça, concernant l'Europe. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas, et on en a beaucoup parlé avec vous, Florentin, puisqu'il y a une méfiance de Theresa May, mais en Allemagne, Nicolas, est-ce que Angela Merkel est plutôt dans une relation de confiance ou plutôt dans une relation de méfiance par rapport à Emmanuel Macron? Merkel et Macron. En tout cas, mieux qu'entre Sarkozy et Merkel et Hollande et Merkel. Nicolas Sarkozy, en 2007, avait eu des discours sur l'Allemagne assez critiques, assez mal appréciés. Ça a mal commencé entre eux. Après, ça s'est amélioré. Avec François Hollande, c'est la même chose. François Hollande a commencé par dire qu'il voulait réorienter l'Europe. Donc, Angela Merkel a dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de sujet aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Emmanuel Macron dit qu'il est pour l'Europe, qu'il veut avancer, qu'il veut restaurer la crédibilité de la France. Tout ça est très apprécié par la chancelière. Au sein du gouvernement, on a applaudi quand on a entendu l'hymne à la joie dimanche dernier devant le Louvre. Parce qu'en Allemagne, le sentiment européen est très fort. Donc on est soulagé que la France puisse renouer ou commence à renouer avec une aspiration européenne qu'elle avait perdue ces dernières années. On a beaucoup de commentaires aussi sur Bruxelles qui commanderait finalement à la place de la France. Il y avait notamment un tweet, c'était une question qu'on avait reçue dans la matinée et qu'on vous avait préparée. Je ne sais pas si on va pouvoir vous la montrer en régie. C'était un bref commentaire qui disait
au final, Emmanuel Macron fera ce que Bruxelles lui dira de faire. Et puis, il y a aussi des commentaires sur le chat. Julien, par exemple, qui nous dit « De toute façon, les manettes sont inconditionnellement données à l'Europe. » Voilà, vous avez pu apercevoir le tweet. Et à Bruxelles. Mais alors, ça fait écho aussi à deux petits documents qu'on voudrait vous montrer. Le premier, c'est une vidéo de Jean-Claude Juncker qui a réagi aussi le 8 mai à l'élection d'Emmanuel Macron, mais qui a très vite mis en garde le nouveau président de la République sur les finances, qu'il fallait bien tenir. Écoutez-le. Mit Frankreich haben wir ein Sonderproblem. Die Franzosen geben zu viel Geld aus und geben Geld an der falschen Stelle aus. Die Franzosen bringen zwischen 53 und 57% ihres Bruttosozialproduktes auf, ihre öffentlichen Haushalte zu bedienen. Bei einem relativ hohen Schuldenstand kann das auf Dauer nicht gut gehen. Nicolas, on se rappelle de la phrase de Marine Le Pen pendant le débat. Il y aura de toute façon une femme à la tête de la France. Ce sera soit moi, soit Angela Merkel. Et puis là, on voit aussi une leçon un petit peu donnée de Jean-Claude Juncker à la France. Qu'est-ce qu'on dit de cela en Allemagne? Est-ce qu'on a l'impression aussi de vouloir, en tout cas, piloter la politique économique de la France? Non, c'est le vieux débat sur la souveraineté des États au sein de l'Union européenne. En Allemagne, on dit les choses clairement, on dit les Européens se sont donné des règles de fonctionnement, soit on les respecte, soit à la première difficulté, on s'en affranchit, mais dans ce cas-là, on ne peut pas faire avancer l'Europe. Et c'est le cas pour cette pression qui pèse sur les budgets européens. Les Européens on dit il nous faut une convergence de nos économies pour que l'euro puisse tenir. Cela suppose qu'il n'y ait pas certains États qui soient très endettés, d'autres plus vertueux. Il faut que tout le monde converge. Et c'est pour ça qu'on insiste beaucoup à Berlin sur le respect, à Bruxelles, sur le respect de cette limite des 3% que les Français ont eux-mêmes accepté lorsqu'il a fallu en débattre. Alors, plus largement, la question c'est est-ce que les États seraient plus forts seuls en dehors de l'Union européenne sans la monnaie unique? En Allemagne, on répond clairement non, très simplement, et on comprend pas forcément, on s'inquiète de la tournure du débat en France, cette tentation du repli, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Les scores que ces deux candidats ont eu au premier tour ont beaucoup inquiété à Berlin. Et on rejoint maintenant la question que l'on vous posait ce matin sur Twitter et à laquelle vous avez répondu pendant la matinée. C'était notre sondage du jour. Emmanuel Macron donnera-t-il un nouveau souffle à l'Europe? Et on va bientôt communiquer en régie les résultats de ce sondage que l'on va ensuite vous commenter en direct. Vous étiez plusieurs centaines à voter et dans quelques secondes, donc, nous vous dirons les résultats de ce sondage. Florentin, peut-être un dernier mot sur l'Angleterre. Theresa May a-t-elle fait des commentaires récemment qui pourraient montrer que effectivement la méfiance s'installe et c'est pour ça qu'elle demande une plus grande majorité au Parlement pour pouvoir peser le plus possible, en tout cas sur les négociations du Brexit qui se sont ouvertes il y a quelques semaines à peine. Elles ne sont même pas ouvertes encore officiellement. C'est-à-dire que Theresa May a donné le coup d'envoi en notifiant de son retrait l'Union européenne, mais les négociations proprement dites n'ont même pas commencé. Elles commenceront probablement en juin. L'Union européenne est encore en train de peaufiner de finaliser sa feuille de route. Mais elles n'ont pas commencé que déjà les relations sont extrêmement tendues entre Londres et Bruxelles, parce que notamment à l'occasion d'un dîner entre Jean-Claude Juncker et Theresa May qui a eu lieu à Downing Street il y a 15 jours, la Commission européenne a fait fuiter la teneur des discussions lors de ce dîner de façon très acerbe pour Theresa May et critiquant très fortement sa position en disant qu'elle vivait dans une autre galaxie, qu'elle se berçait d'illusions et qu'elle n'avait pas bien préparé son dossier. Donc quand Theresa May a vu tous ces propos affichés à la une de la presse allemande d'ailleurs, elle s'est énervée très fortement et elle a accusé Bruxelles de s'immiscer dans l'élection britannique, de chercher à faire échouer la Grande-Bretagne. Donc en effet, le ton est monté et à peine les discussions n'ont pas encore commencé sur la séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, que déjà les relations sont très très tendues. Et Emmanuel Macron sera probablement dans la même lignée, en tout cas
que François Hollande sur ce point. Nous avons donc les résultats du sondage et sachez que c'est très serré. 43% considèrent qu'effectivement Emmanuel Macron redonnera un nouveau souffle à l'Europe. 42% pensent que non, 15% ne se prononcent pas et vous étiez pas loin de 700 personnes à voter. Peut-être un bref commentaire, Nicolas, là-dessus. Est-ce qu'on a l'impression à Berlin que effectivement Emmanuel Macron va redonner un petit peu d'espoir à cette Europe qui était en perte de vitesse ? On l'espère. Très clairement, on espère en Allemagne que l'Europe pourra rebondir, qu'un nouveau départ est possible, parce qu'en Allemagne, on sait très bien que l'Europe est toujours un peu au bord du gouffre. Elle a subi plusieurs crises graves, elle ne s'est pas encore totalement remise. Elle doit se relancer, elle doit retrouver l'adhésion des peuples. Et on espère beaucoup qu'avec Emmanuel Macron, ce sera possible. Mais ce sondage montre aussi le scepticisme de l'opinion française, et on en revient à ce qu'on disait au début sur l'Europe fédérale, tous ces grands projets. Quand autant de gens doutent a priori des capacités du président Macron, c'est difficile de les engager sur plus de transferts, moins de souveraineté, plus d'Europe. Merci beaucoup, messieurs. On est très triste de ne pas pu avoir parlé à Jean-Jacques Mével à Bruxelles, puisque c'était notre correspondant en plus phare de cette semaine, le sujet étant l'Europe. Mais des problèmes techniques, ça arrive. Nous en reparlerons en tout cas dans les semaines prochaines. Merci, messieurs. À la semaine prochaine. Mais nous, on reste ensemble car nous avons le plaisir de recevoir Xavier Alonso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes correspondant à 24 heures et à la Tribune de Genève. Et donc, on va parler de la France, mais aussi de la Suisse. Est-ce que c'est une campagne présidentielle déjà qui a intéressé nos amis suisses ? Elle a passionné nos amis suisses. Elle nous a passionnés parce que, on va dire de manière caricaturale, la Suisse a une vie politique très sage. Et donc, la compétition électorale française intéresse depuis toujours nos lecteurs suisses. Et puis, d'un point de vue institutionnel, il ne faut pas oublier que la France est le troisième partenaire économique de la Suisse. Donc, nous avons tout intérêt à ce que les choses aillent bien. Et puis, il y a aussi la personnalité d'Emmanuel Macron qui a fasciné aussi en Suisse. Mais vous dites du coup qu'on a plus une politique spectacle un peu, nous, en France, c'est ça ? C'est-à-dire qu'en Suisse, les partis sont très forts et le côté compétition électorale, nous n'avons rarement des grandes figures comme on les a en France. Et justement aussi cette compétition avec, allez, j'ose le mot, ces coups bas, ces trahisons, ces déplacements d'opinion et tout ça, c'est quelque chose qui nous fascine. Et puis, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Hollande, Jacques Chirac par le passé et François Mitterrand sont des grandes personnalités que les Suisses connaissent, aiment, détestent selon leur sensibilité, mais ils font partie de leur vie. Comment est-ce que est perçu, et justement Emmanuel Macron, vous dites qu'il vous a intéressé, vous l'avez récemment décrit dans une interview comme l'incarnation à lui seul du consensus suisse. Mais à la base, c'était François Hollande, l'homme du consensus en France. Donc vous dites que c'est une continuité ou... Oui, c'est une continuité, mais ce qu'il y a de nouveau avec Emmanuel Macron, c'est que quelque part, cette idée qu'il y a des bonnes idées à gauche et des bonnes idées à droite, c'est quelque chose de très suisse. Et lors du débat, lorsque certains commentateurs français disaient « mais il manque de positionnement, il dit oui à tout le monde » et ils le critiquaient, on présentait ça comme quelque chose de très négatif. En Suisse, c'est plutôt vu comme un signe d'intelligence en disant « ah tiens, voilà quelqu'un qui n'est pas dogmatique et qui va aller chercher les bonnes solutions à gauche et à droite », puisqu'en Suisse, de manière générale, nous avons un gouvernement qui est un gouvernement de coalition, donc on aime bien ces personnalités qui arrivent à faire des ponts entre les différents courants. Et finalement, une classe politique qui n'est pas aussi clivée, avec un bipartisme important ? Non, on a 3 ou 4 grands partis avec des extrêmes aussi, mais nous avons un gouvernement avec des socialistes et l'UDC qui est le parti populiste, et au milieu, toute la déclinaison de la droite et du centre. Et donc les positions sont très fortes, elles sont affirmées avec conviction, fermeté et parfois même violence, mais une fois que la décision est prise, elle est tenue par tout le monde puisque c'est une décision commune. Ça s'appelle la collégialité suisse. Il y a peut-être plus de confiance aussi dans le système politique en Suisse. Et je ne sais pas si c'est lié, vous allez me dire, mais il y a beaucoup de référendums qu'on appelle là-bas les votations. Voilà. Mais c'est ça aussi qui donne peut-être plus de confiance vers les élites politiques ?
Alors, les élites sont en partie aussi décriées, hein, parce que le populisme existe en Suisse et il faut faire attention. Typiquement, même dans un pays qui a quasiment le plein emploi, il peut y avoir des thèmes qui sont très durs. Et on a récemment voté contre la libre circulation des personnes, ce qui a mis passablement de difficultés pour la Suisse vis-à-vis de l'Europe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une plus grande... il y a une plus grande fluidité et il y a des votations régulières, ce qui fait que les Suisses ne se passionnent pas pour la démocratie tous les 5 ans. C'est quand même 4 à 5 fois par année où il y a des grands thèmes qui sont débattus sur la place publique. On a une question d'un internaute qui vient d'arriver, alors je vous la pose. Avec la levée du secret bancaire en Suisse, où vont désormais se réfugier les capitaux? Alors au Panama, nous suggère un internaute. C'est un sujet dont on parle un petit peu? Je crois que la situation fiscale entre la Suisse et la France s'est beaucoup améliorée. Et puis, il y a eu des accords d'échange d'informations entre les différents ministères de la justice et les différents et du budget et fiscalité. Et donc, tout va pour le mieux. Alors maintenant, vous dire où vont aller se cacher les capitaux... Dites-nous. Personne ne le sait. On veut savoir. Une autre question. En juin 2016, quelques jours donc avant le Brexit, la Suisse a annoncé, mais pas en grande pompe, plutôt en confidentialité relative, qu'elle n'était plus candidate pour entrer dans l'Union européenne. Alors, cela faisait quand même 24 ans que la Suisse avait déposé sa candidature, mais au final, personne n'est allé au bout, personne n'a cru à cette candidature. Non, puisqu'elle dormait au fond d'un tiroir. C'est-à-dire qu'officiellement, c'était quelque chose de très institutionnel. Ce dépôt de candidature était toujours là, mais n'était pas activé. La Suisse a voté en 92 pour ne pas faire partie de l'EE, qui est l'antichambre de l'Union européenne. Et puis, dorénavant, nous avons tout un système très complexe avec plus d'une centaine d'accords de libre-échange avec l'Union européenne et nos différents partenaires. Et donc, la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais la Suisse est très imbriquée dans l'Union européenne, puisque nous faisons partie de Schengen et que nous avons la libre circulation des personnes, ce qui fait que nous avons une très forte immigration française et allemande dans notre pays. Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer des raisons qui font que effectivement, la Suisse n'a pas voulu participer au projet d'Union européenne en tout cas? On parle toujours de la neutralité suisse, mais est-ce que c'est une volonté de ne pas faire d'alliance avec beaucoup de pays, de faire que des accords bilatéraux comme vous le disiez? C'est le souverainisme, c'est vraiment ça. C'est l'idée forte des populistes ou des gens qui sont anti-européens en Suisse, c'est de dire il ne peut pas y avoir des juges étrangers qui décident pour nous. Alors, dans la réalité, puisque nous sommes inclus dans ce marché commun, c'est quand même la taille des bouteilles de vin ou de lait qu'on vend sont bien sûr régies par des normes européennes puisqu'on veut participer à ce grand marché. Mais l'idée que ce soit Bruxelles qui décide de la taille de ça ou d'autres choses est absolument incompréhensible et inadmissible pour le Suisse qui tient à sa neutralité et à son indépendance. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Xavier Alonso, je vous rappelle que vous êtes correspondant à Paris pour 24 heures et la Tribune de Genève. Merci à vous. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction. À la semaine prochaine.